Quels freins les entreprises doivent-elles dépasser pour justement devenir une entreprise contributive? C'est le thème de notre débat du jour avec, pour en parler, toujours Céline Puf-Ardichvili et le cofondateur, le co-auteur du livre, Fabrice Bonifay. Fabrice Bonifay, bonjour. Le directeur RSE et QSE du groupe Bouygues et président du C3D. C'est ça. Merci de nous rejoindre. Développement durable du groupe Bouygues. Développement durable. Et QSE aussi, oui. Mais pas RSE. Mais pas RSE Je peux du vous tout. expliquer pourquoi. Pourquoi Commençons par là, allez. Oui, parce que nous, la notion de RSE, c'est respecter la loi, et toute entreprise doit respecter la loi, c'est le socle universel, etc. Puis le développement durable, c'est un oxymore. Est-ce qu'on va arriver ou non à se développer durablement en respectant les limites planétaires? C'est tout l'objet du livre. Et moi, je pense que c'est ça le vrai enjeu. C'est arriver à se développer sans détruire, sans être prédateur de ressources, Alors, comme on l'a été. Quels sont les freins, Fabrice? Oh là là, il y en a plein. Premier, c'est l'ignorance. Mais ça, c'est de votre faute. C'est la faute des journalistes. Je ne savais pas qu'on allait se faire engueuler. Voilà. Ben voilà. On avait dit qu'on dirait pas ça. Pourtant, dans cette émission, on essaye de Mais faire la même carrément. chose. Mais bon. Sauf vous, bien sûr. Ouais. Mais d'une façon générale, je pense qu'on a véhiculé dans la tête des gens beaucoup de sophismes, de fausses idées. La technologie va nous sauver, on va toujours trouver des nouvelles ressources, on ira les chercher sur Mars, sur Saturne, sur Pluton, etc. Mais on va être, je pense, et on est en ce moment en train d'être rattrapé par un principe de réalité, c'est que c'est pas ça qui va se passer. Et quand on dit que les énergies renouvelables vont remplacer les énergies fossiles, ça va pas être si simple que ça. Que l'hydrogène va remplacer le pétrole, oui. Dès qu'on commence à compter un peu, dès qu'on commence à réfléchir un peu sur la façon dont ça va se passer, on se dit c'est pas ça qui va se passer en réalité. Ne serait-ce que des histoires d'énergie renouvelable. Quand on regarde quel est le mix énergétique mondial aujourd'hui, il y a 83% carboné, de dire, oui, on va remplacer tout ça par des éoliennes et des panneaux solaires. Avec des métaux rares. Mais même au-delà des métaux, c'est que ces convertisseurs, et c'est très bien les énergies renouvelables, mais il faut les fabriquer. Ouais, c'est ça. Et pour les fabriquer, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Et c'est pas éternel. Au bout d'une vingtaine d'années, 25 ans, les panneaux solaires, il faut les changer, donc il faut en refabriquer d'autres. C'est pareil pour les éoliennes. Et il faut que les riverains les acceptent. Et en plus, il y a l'acceptabilité. Sur l'éolien en mer, etc. C'est pas ça. Parler de sobriété, c'est ça. Voilà, tout ça pour ne pas parler de dire qu'il faut qu'on réinvente un nouveau modèle de société. Et c'est ce qu'on a essayé avec Céline d'expliquer dans le bouquin, c'est qu'il faut arriver à faire du business rentable, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de durabilité, mais en étant conscience des limites planétaires, parce que la planète, il n'y en a qu'une. Les exoplanètes, oui, sans doute qu'on ira un jour, mais... C'est quoi les très, très loin. Les limites planétaires, c'est quoi? C'est les ressources en eau, notamment, c'est toutes les ressources naturelles, du coup. La planète est ronde. Enfin, je sais qu'il y a une partie des Américains, et peut-être Donald Trump, qui pense que la planète est plate, que le lait chocolaté provient des vaches marrons. Enfin, il y a des gens qui pensent ça, puis même en France, d'ailleurs. Donc, lisez le livre, voilà. vous apprendrez que... Sur les vaches. Mais c'est vrai, je crois qu'il y a 17% des Américains qui pensent ça. Mais c'est pas ça la vérité. Alors Céline, si on rentre un peu si on ouvre le capot, par exemple le bon vieux modèle d'économie linéaire, je produis, je consomme, je jette, est-ce qu'il est dans les faits toujours finalement encouragé ? Oui, je pense qu'il est encore encouragé parce que fiscalement, économiquement, légalement, rien ne nous décourage à le faire. Mais si vous faites une vraie introspection, donc ce dont on parlait là, chercher sa raison d'être, donc en quoi mon entreprise bénéficie-t-elle au bien commun et en quoi mon entreprise est-elle néfaste, alors on se rend bien compte qu'on ne peut pas tirer on est tous les ans, sauf l'année 2020, on est de plus en plus en avance sur les limites planétaires avec le Earth Overshoot Day. Là. Donc en gros, à un moment donné, on doit se poser la question d'une économie plus circulaire et elle est encore marginale, mais certaines grosses boîtes l'expérimentent avec la réparabilité, la seconde main, etc. Et là, vous construisez, vous concevez différemment. Vous devez penser solidité, éco-conception, sourcing, et du coup, vous changez votre offre. Parce que vous êtes dans une notion de service avec vos clients, vous voulez leur plaire sur le long terme, vous voulez qu'ils vous recommandent, pas juste qu'ils vous achètent parce que c'était pas cher et qu'ils vous balancent le lendemain. On renverse le modèle. Et ça, du coup, il faut que ce soit porté par le dirigeant. C'est un des autres freins majeurs, selon vous, la gouvernance, le management? Oui, et ça fait partie de l'ignorance. Mais effectivement, la gouvernance, c'est qui pilote, qui gouverne. Si vous avez un COMEX endogame, au bout d'un moment, il décide toujours pour des gens qui leur ressemblent. Et ça ne ressemble pas au bien commun. Il y a ça et il y a qui finance
qui finance et qui espère récolter les fruits. Et ça, quand vous avez une logique de court terme, c'est pas la même chose que quand vous avez une entreprise familiale ou des salariés associés aux bénéfices. Donc il y a une question de gouvernance très forte et de relation au profit. Oui. Donc là, on identifie quelques freins. Si on doit creuser encore les solutions, même si vous l'avez abordé tout à l'heure, Fabrice Ponifet, quelles solutions vous voulez mettre en avant ? Enfin, il y a... Sortie du livre. Oui, oui. Donc la principale solution, enfin le cœur du réacteur, c'est dis-moi comment, je l'ai déjà dit ici, je crois, dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. C'est le modèle d'affaires. Donc tout passe par le modèle d'affaires. Donc aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui sont prédateurs de ressources et qui ne réparent pas ce qu'ils utilisent comme ressources. Je crois que ça a été expliqué par Céline dans l'histoire de la comptabilité triple capital. Et pour aller vers des modèles d'affaires contributifs, il est absolument indispensable d'avoir une approche où on va faire durer le plus longtemps possible le produit ou la solution qu'on souhaite proposer à ses clients. Et donc, forcément, probablement que dans les entreprises de demain, celles qui vont adopter ce modèle-là, parce qu'il n'y a pas d'autre modèle possible compte tenu des limites planétaires, eh bien, on va rentrer dans une logique d'usage. On va vendre de l'usage. Voilà, les entreprises vont être de vendeurs d'usage de produits et de partage de ce même produit avec plusieurs typologies d'utilisateurs en fonction de la chronologie de la journée. Il y en a qui l'utiliseront le matin, le soir, l'après-midi. Donc on va rentrer dans une espèce de grande économie servicielle. Et c'est très bien. C'est très bien, mais on n'a pas le temps. Si on prend l'urgence des limites planétaires, justement, qui, chaque année, sont un petit peu repoussées, avancées dans l'année, comment on fait ? Parce qu'on a besoin de temps, les entreprises ont besoin de temps pour changer d'un côté, et d'un autre côté, la planète, on sent bien que... Non, mais il y a des plans, il y a un plan Marshall à faire dans tous les secteurs d'activité, dans l'agriculture, dans le BTP, dans l'industrie textile, l'agroalimentaire. Ça veut dire quoi ? Que le gouvernement, il faut qu'il aille plus vite, les gouvernements, on est tout seul à y aller. Les gouvernements, c'est un Big Bang qu'il faut pouvoir créer, parce qu'il nous reste quand même très peu de temps avant les phénomènes d'emballement. Et cette économie de l'usage, dans le bouquin, on explique qu'il y a quand même déjà des entreprises qui utilisent, y compris des grosses entreprises d'ailleurs, et ça fonctionne. Personne n'achète une vache pour boire un verre de lait. Ça choque personne. Cette économie de l'usage, il faut la rendre désirable aux yeux des consommateurs. Bon, eh bien, je pense que petit à petit, on va pouvoir s'habituer à ça, mais il faut avoir des exemples. Et alors, dans le bouquin, on a voulu citer des exemples. Alors justement, Céline Pufferdi-Juilly, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour une grande entreprise ? Est-ce que la question de la taille de l'entreprise joue ? Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est Fabrice qui bosse pour une grosse entreprise qui pourra le dire. Mais bien sûr, la taille joue parce que justement, il y a ces sujets de gouvernance et de relations au profit qui sont très importants. Mais en revanche, une grosse entreprise a les ressources pour lancer des POC, donc des tests, des exemples, une équipe projet, faire des essais, parce qu'il faut procéder par itération. Une petite entreprise, elle va naître autour d'un modèle d'affaires, elle ne va peut-être pas pouvoir en changer au bout de 2 ans si elle s'est plantée. Une grosse, elle peut faire des tests, des essais, changer la roue en roulant, commencer à générer un peu de profit en finançant ces tests par l'économie du monde d'hier. Donc c'est bien financer demain, c'est bien ce que doit faire une boîte, c'est regarder un peu ce qui va être utile et désirable demain. Et moi je pense, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, que le consommateur, citoyen, il commence à mettre les choses les unes en face des autres. Il y a un problème de confiance dans les marques, dans les entreprises en général. Aujourd'hui, quand on achète un truc, on sait qu'on est en train de se faire entuber quelque part. Donc cette confiance avec une boîte qui va dire effectivement mes produits maintenant ils sont de meilleure qualité et je le sais parce que j'ai intérêt à ce que vous me les rameniez moins pour que je les répare. Une confiance va se créer et ça, je pense que ce switch-là... Si comme vous donnez des exemples... Rico fait ça. Seb le fait. C'est un des premiers, ça fait plus de 10 ans. Et dans les grosses boîtes, ça commence à c'est pas des petites boîtes, c'est des grosses boîtes. Des boîtes internationales. Et donc c'est plus dur chez Bouygues, par exemple ? Non. Nous, on est une grosse entreprise. On ne change pas un corps social de 120 000 personnes comme ça dans 70 pays ou 80 pays, c'est pas possible. Vrai qu'il faut des années, bien sûr. Donc on a des concepts de nouveaux produits. Et comme l'a dit Céline, c'est l'ancien monde qui va financer le nouveau monde. Voilà. Donc le but, c'est pas de stigmatiser ce qui s'est fait avant. C'est fait, ça s'est fait. Maintenant, il faut l'accepter. De toute façon, ça s'impose à nous. Ce qu'il faut, par contre, c'est les ressources qui nous restent encore, le temps qui nous reste encore. Ça doit être un levier pour basculer, pour aller vers ces nouveaux modèles. Voilà, on a 10 ans, on a une génération, pour se transformer. Parce que si on n'y arrive pas, c'est quand même un avenir
détestable qu'on va laisser à nos enfants. Alors moi j'aimerais bien quand même dire, on n'arrête pas de dire on a 10 ans, 2050, etc. C'est pas l'avant-veille qu'il faut s'y mettre, parce que là, par exemple, depuis qu'on a tous, enfin pas tous, signé l'accord de Paris, Il s'est rien passé. en fait, ça continue à monter comme ça. Donc est-ce que tout le monde... alors je suis d'accord, il y a Avec une la crise de impulsion la des Covid, on a gouvernements. un petit peu... Oui, mais il y aura un mais effet alors ça, rebond. Il va y avoir un Il y effet a rebond l'effet monstrueux. rebond, et puis On n'a pas changé le modèle. Et puis c'est subi. Oui, ça va C'est redémarrer subi. très fort et avec les principes Si on n'a précédents. pas changé le modèle, ça repart comme avant, et donc ça n'a pas de sens, parce qu'en plus les gens se disent ah ben là on a tellement souffert, on a besoin de revivre, mais une sobriété choisie et une sobriété subie, c'est pas du tout la même chose. Donc, vaut mieux la choisir, quoi. Hein. Voilà, préparer. à bon entendeur. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je Merci rappelle à le vous. titre de votre livre, L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires, qui sort donc chez Duno. C'est le 14 avril prochain. À Merci. bientôt dans Merci Smart à tous les Impact. Tout deux. de suite, Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.